Donc j'ai été appelé à un très jeune âge, à l'âge de 10 ans, 11 ans, à influencer les gens. Les coachs dans le temps disaient Thierry, tu vas être le meneur de jeu, le leader de l'équipe. Donc j'ai dû le faire en étant vocal. De là, moi j'ai toujours dit, ma plus grande force, ça a été de pouvoir développer la communication à un jeune âge. J'ai dû m'exprimer. Parce que quand tu joues au basket, puis c'est un sport de grand, moi je sautais pas si haut que ça, c'était pas ça ma force. Ma force c'était de distribuer le ballon et de leader, d'influencer. Bonjour à tous, bienvenue à Meet the Gentleman, mon nom est Chris Cabella. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec un entrepreneur au parcours fort intéressant. Donc, il est courtier immobilier, il est propriétaire de Remax Griffintown et plus récemment aussi le grand Manitou derrière Influence Montréal. Oui. Thierry Lindor, merci d'être avec nous. Merci Chris, merci de l'opportunité de m'asseoir avec toi et merci de me considérer comme étant un gentleman. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Écoute, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, donc pourrais-tu un peu nous parler de ce que tu fais dans la vie et puis nous parler un peu de ton parcours et comment tu en es rendu où ce que tu es aujourd'hui? Oui, mon nom c'est Thierry Lindor, je suis né à Montréal. Mon père est né en Haïti, est devenu un homme à Chicago et est venu s'installer au Québec. Ma mère est née à Paris, elle est devenue une femme à la ville de Québec. Et elle a migré vers Montréal où est-ce qu'elle a rencontré mon père. Je suis le plus vieux garçon d'une famille de 10 enfants. No way! Oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Ben aujourd'hui, en primeur, on informe tout le monde. Wow. J'allais le garder pour Guilla ou Eric Salvaille, mais j'ai dit non. Nous, on a des scoops, là. Ouais. Donc, je suis le plus vieux garçon d'une famille de 10. J'ai grandi à Hochelaga-Maisonneuve. Je suis devenu, moi, un homme à Saint-Michel, puis les quartiers un peu plus durs, mais des quartiers où est-ce que le basket était vraiment important. Et j'ai grandi dans la culture du basketball. J'étais allé à Lucien Pagé à un très jeune âge. J'ai joué avec des talents comme Manix Oriental, Lunzaya Landou, Samuel D'Alembert, bien évidemment, et plusieurs autres que j'oublie. On a été coachés par des légendes comme Gerson, Pascal Jobin, Ralph Oriental, NC Oriental, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pour les gens qui nous regardent, qui ne sont pas au courant, ça c'est des OG qui ont paved the way là, pour les nouveaux athlètes là, que vous voyez. C'est ça, c'est des gens que si YouTube avait existé il y a 20-25 ans, ça serait des stars, vraiment des légendes, mais c'est des gens qui nous ont appris des bonnes valeurs. Donc à travers le basket, j'ai été basketteur jusqu'au Cégep Vanier. Par la suite, je suis allé jouer au basket en Europe. En France, professionnelle. Et je me suis blessé. Dès que je me suis blessé, c'est des choses qui arrivent. On contrôle pas le futur, mais on contrôle comment on réagit par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie. Puis j'ai pris la décision de transférer toute la passion que j'avais pour le basket, la transférer vers l'entrepreneuriat. Okay. Et je suis devenu courtier très rapidement avec Century 21. J'ai fait 11 ans. J'étais recrue de l'année à Century 21. Par la suite, je suis devenu actionnaire d'un bureau et le jour où j'ai voulu battre de mes propres ailes, il y a environ 3 ans, j'ai décidé d'ouvrir un bureau au centre-ville de Montréal, Remax Griffintown. Assez connu. Assez connu à ce qui paraît. Et puis, on essaie de faire les choses différemment. On dit que j'ai un bureau qui est très diversifié. On m'a déjà dit que j'ai un bureau qui ressemble à l'ONU. À l'image de son boss, moi je trouve. On va se serrer la main souvent, on dirait aujourd'hui. Mais oui, moi je trouve que j'ai à l'image de Montréal, à l'image du Québec. Puis quand on me dit que j'ai un bureau diversifié, moi je le prends comme un compliment. Il y en a qui me disent ouais, mais Thierry, non, moi je prends ça comme un compliment. On est au centre-ville de Montréal. Montréal, c'est multiculturel. C'est ça la force de Montréal. Et moi, quand je vois des initiatives comme la tienne, un jeune homme qui paraît bien, qui s'habille bien, qui est éloquent, moi je trouve ça vraiment, je trouve que c'est de la bombe. Je trouve ça génial. Puis moi, c'est ce qui me drive. Et c'est ce qui m'a drivé à fonder ma récente initiative, le mouvement, comme je l'appelle. J'appelle pas ça une compagnie, j'appelle ça un mouvement. Influence Montréal. C'est un mouvement en fait. Ouais. Mais dis-moi, on sent vraiment que le basket a joué une grande partie dans ta vie. Ça a vraiment aidé à forger le personnage que tu es, la personne que tu es devenue aujourd'hui. Ouais. Donc parle-nous un peu de qu'est-ce qui s'est passé entre du moment où tu t'es blessé et puis la transition en fait vers l'entrepreneuriat, vers le courtage immobilier. Belle question. Comment tu t'es repositionné? Ben, moi, Chris, comme toi tu es entrepreneur, mais tu es aussi un influenceur. C'est sûr. Et
comme toi, je crois que tout athlète, toute personne qui a joué au basket ou qui a joué à un sport, que ce soit le hockey, le football ou peu importe, il y a une chose que le sport nous apprend. Un, c'est la collectivité. Donc de travailler en équipe, de ne pas travailler contre ses alliés, mais travailler avec ses alliés pour arriver à un but commun. Ça, c'est un. Deux, le sport d'équipe aussi apprend aussi beaucoup de remplir son rôle. Connaître son rôle au sein d'une équipe et comment bien le remplir pour, encore une fois, le gain ou les avantages, le positivisme de la communauté ou de la collectivité. Et je pense que trois, le point le plus important, qu'est-ce que le sport m'a appris, c'est la discipline. Je pense que lorsque tu te mets sur la ligne, puis ton coach dit tout le monde sur la ligne en cours des suicides. Oh. Les suicides, pour ceux qui ne savent pas, c'est des longueurs dans un gymnase. Avec vraiment, des lignes précises. Avec des lignes précises, avec des va-et-vient, où est-ce que tu t'en finis plus, tu vois plus le bout. Par contre, même si tu le fais sans ballon de basket, même si tu le fais en ne comprenant pas toujours pourquoi, à un très jeune âge, lorsque tu es discipliné à faire cela, ben, tu comprends que le jour où tu auras un ballon, peut-être que tu vas courir pas plus vite, mais tu auras plus de souffle, tu auras plus d'endurance. Donc je pense que le sport apprend la discipline, l'endurance et comprendre c'est quoi le end result. La ligne d'arrivée, même si on n'y est pas encore arrivé au fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas devenu une statistique comme plusieurs de tes, partenaires, des collègues d'études, tes amis d'enfance, ouais. Parce que tu es quand même allé dans une école, on le sait, assez mouvementée, assez rough, comme tu le dis, Lucien Pagé. Pourquoi est-ce que toi, tu as échappé à ce destin? Ben, écoute, belle question, Chris. Moi, je crois que je suis l'exception qui prouve la règle parce que oui, de ma cohorte de Lucien Pagé, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont pas rentrés dans les statistiques, même que j'ai perdu beaucoup d'amis. Je pense, je le dis souvent quand je vais parler à des écoles, cégep, universités, il faut réaliser les chances qu'on a. Il y a beaucoup de gens souvent qui ne réalisent pas. Moi, j'aurais aimé aller à Brébeuf, j'aurais aimé aller à Collège de Montréal, j'aurais aimé aller à des écoles privées. Ça n'a pas été le cas. Par contre, je pense que lorsque tu vas dans des situations comme Lucien Pagé, nous, on nous a déjà dit, vous êtes dans la jungle, vous, comme si on était des animaux. Ben, je pense que, on nous a déjà dit des commentaires comme ça. Je pense que justement, ça t'apprend à survivre. Et oui, dans la jungle, effectivement, à partir du moment où tu ne te sens pas offensé, puis tu dis, OK, si on est dans la jungle, parfait, ben, on va survivre. Ben, c'est pas la loi du plus fort physique, c'est la loi du plus fort mental. Et je crois qu'on le retrouve aussi dans des pays. Pourquoi est-ce que le Brésil est bon au foot? Ben parce que peut-être qu'ils n'ont pas le choix d'être bons au foot. Quand tu veux t'en sortir, tu n'as pas le choix. Et je crois que moi, pendant longtemps, mon rêve, c'était le basket. Et encore une fois, le basket, c'est un autre exemple de sport. Beaucoup des athlètes qui sont aujourd'hui professionnels viennent de milieux, disons, défavorisés ou sont allés à des écoles quand même assez dures, comme Lucien Pagé. Mais je crois que dans ces écoles-là, il y a une lumière, il y a une brillance qui ressort. Lorsqu'on a le vouloir de réussir, lorsqu'on ne veut pas être une statistique, je crois qu'on ressort plus fort. Puis je crois que c'est ça que ça m'a appris à ces écoles-là. Et la raison pourquoi je n'ai pas été une statistique, moi je crois que c'est mes parents. Ah ouais? Ouais. Je crois qu'il y a un dénominateur commun pour tous mes amis qui sont soit décédés, assassinés, qui ont été assassinés, ou ceux qui sont aujourd'hui, qui ont réussi à surpasser leurs défis personnels. Puis le dénominateur commun, c'était une famille monoparentale ou unie. Moi j'ai grandi avec une famille unie. Puis tous mes amis qui ont grandi avec des familles unies du secondaire aujourd'hui, ils se portent bien. Est-ce qu'ils sont entrepreneurs? Est-ce qu'ils créent des emplois? Est-ce qu'ils sont médiatisés? Peut-être pas. Mais c'est pas ça être un bon citoyen selon moi. Un bon citoyen, c'est amener une valeur additionnée à sa communauté, à Montréal. Et j'ai des amis de Lucien Pagé qui sont d'excellents citoyens. Je pense à Alder, je passe le bonjour, qui a repris le programme de Lucien Pagé, Alder Pierre, Reynaldo, Manix Oriental, il y en a plusieurs, là j'en passe, là, mais des bons citoyens, Lunzaya Landou, qui aujourd'hui contribuent à la société canadienne et sont des réels exemples. Ils sont allés dans une école quand même assez dure. Ouais. Écoute, tu t'amènes un bon point, donc contribuer à la société, toi tu le fais d'une manière plus que médiatique, médiatisée en fait. Parle-nous un peu de Influence Montréal. Donc, comment t'es venue l'idée et puis qu'est-ce que c'est qu'Influence Montréal exactement? Génial, Chris, je te donne ça en primeur, mon cher. Toujours les primeurs. Que des primeurs Que ici. des primeurs hein, avec les gentlemen comme Chris. Influence MTL, moi j'ai toujours été passionné de pourquoi les gens se font influencer et pourquoi les gens influencent. Okay. Pourquoi est-ce que Chris a de l'influence sur quelqu'un qui regarde la caméra aujourd'hui? Pourquoi est-ce que notre ami caméraman aujourd'hui... Non, c'est pas des fleurs.
a de l'influence sur Chris par l'entremise de son talent de caméraman. Pourquoi est-ce que WeWork, où est-ce qu'on est présentement, a une influence sur une communauté d'entrepreneurs? Donc j'ai toujours été passionné pour ça. Et moi, à un très jeune âge, quand je suis arrivé à Lucien Pagé, je jouais au basketball, on m'a invité à prendre un rôle de leader. Et très rapidement, Daniel Henkel le dit souvent, Daniel, quand je lui passe le bonjour Daniel, elle dit souvent, Thierry, ce que tu as créé, c'est quand même intéressant parce qu'avoir de l'influence, c'est être capable d'être un leader de façon positive. Parce que l'influence, ça peut être négatif, mais il faut essayer de le faire de façon positive. Et à un très jeune âge, sans le savoir, maintenant que je prends du recul, j'ai été appelé à influencer des gros gaillards comme toi. Des mecs qui sont costauds, Samuel D'Alembert, 6 pieds 11, 7 pieds, Lunzaya, 6 pieds 2, 6 pieds 7, Patrick Abongo, je lui passe le bonjour, football américain, qui était aussi 6 pieds 7, 300 livres. Duvernois peut-être? Nicolas Duvernois, absolument, de Pure Vodka, qui était... Donc j'ai été appelé à un très jeune âge, à l'âge de 10 ans, 11 ans, à influencer les gens. Les coachs, dans le temps, disaient, Thierry, tu vas être le meneur de jeu, le leader de l'équipe. Donc, j'ai dû le faire en étant vocal. De là, moi j'ai toujours dit, ma plus grande force, ça a été de pouvoir développer la communication à un jeune âge. J'ai dû m'exprimer. Parce que quand tu joues au basket, puis c'est un sport de grand, moi je sautais pas si haut que ça, c'était pas ça ma force. Ma force, c'était de distribuer le ballon et de leader, d'influencer. Donc ça s'est transcendé par, au courant toute ma vie, d'essayer de comprendre encore une fois pourquoi est-ce que j'avais ce désir d'influencer et pourquoi certaines personnes ont le désir de recevoir cette influence. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir créer un mouvement qui vise à redéfinir qu'est-ce que c'est être un influenceur. Par l'entremise d'une plateforme événementielle, une conférence, et contrairement aux autres conférences entrepreneuriales, nous ne serons jamais sédentaires. Donc on ne veut pas que les gens de l'international viennent à Montréal seulement. On veut être la première conférence entrepreneuriale à aller au monde entier, donc à être nomade. Wow. Soit disant passant, on a déjà booké 2 autres villes canadiennes, on est en train d'en travailler une 4e pour 2017. Donc Montréal, c'est le premier endroit. On va vraiment mettre de l'avant les influenceurs. Et pour moi, qu'est-ce qu'un influenceur, Chris? Et tu fais partie de ces influenceurs, Nicolas Duvernois, Bastien Poulain, Kim Ross, que j'en passe et j'en passe. Un entrepreneur, ça amène de la valeur à sa compagnie. Un influenceur, ça amène de la valeur à son écosystème entrepreneurial, à sa communauté. C'est pas... L'entrepreneur est très compétitif, l'influenceur est collectif. D'accord? Très bien dit. 100%. L'entrepreneur est très win-win-win à tout prix. L'influenceur, lui, est win-win. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Donc, pour moi, un influenceur, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable d'amener une réelle valeur. Et c'est la mission d'Influence MTL, c'est de pouvoir donner une plateforme aux influenceurs qui ne sont peut-être pas aussi médiatisés qu'on le voudrait, dans chacune des villes où on va aller à travers le monde. On veut être dans 50 villes d'ici les 5 prochaines années. Et moi, je dis toujours que si le Cirque du Soleil a pu commencer à Montréal avec un jongleur et personne ne croyait en lui, qu'il traitait de fou, et maintenant, aujourd'hui, c'est une compagnie qui vaut des milliards, qui a voyagé le monde et qui a mis Montréal sur la map comme Céline Dion, ben moi, je pense que je peux faire la même chose avec les conférences. Donc, est-ce qu'on est en train de parler à un futur milliardaire? On est en train de parler à un futur influenceur international. Je crois que l'argent, ça vient par la suite, mais si je peux remplacer de l'argent par de l'influence, I'm gonna be fine, je vais être correct. Donc Thierry, parle-nous un peu de à quel point tu crois en ce projet et puis quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour financer ce projet, parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant de tout ce que tu as pu faire comme vraiment pour mettre en place Influence Montréal comme il va être le 19 mai prochain. Oui, Influence Montréal, au fait, c'était tellement un grand mouvement, c'était peut-être on m'a dit souvent, tu es très ambitieux, il faudrait peut-être y aller un petit peu mollo. Et moi, je ne crois pas à ça. Je crois que si on va penser grand, think big, comme ils disent ici. Donc, oui, effectivement, j'ai fait des sacrifices. Je suis toujours propriétaire de Remax Griffintown. On a à peu près 25 courtiers, un peu plus de 25. Les affaires vont très bien. J'ai pu mettre en poste des alliés forts à mon bureau qui s'occupent toujours de la business. On fait toujours de l'immobilier, on le fait très bien. On est toujours les tops au Québec. On est toujours dans les classements, ça, c'est pas un problème. Mais d'un point de vue corporatif ou légal, quand on commence un mouvement comme celui-ci, j'aime pas dire une compagnie, mais c'est une compagnie, comme Influence MTL, il faut être capable de dissocier les deux.
je peux pas commencer à mélanger les revenus d'un Remax Griffintown pour financer Influence Orbis, qui est le créateur d'Influence, le producteur. Business 101. Voilà, Business 101. Donc, on veut dissocier les deux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des sacrifices énormes. Je m'étais acheté une maison dans un quartier assez cossu de Montréal avec un terrain. J'avais des projets de 5 ans à me faire construire ma maison de rêve. En attendant, j'habitais dans une maison quand même assez sympa. Et j'ai tout vendu. J'ai vendu maison, terrain. I'm all in. J'ai vendu pour ceux qui me suivent sur les médias sociaux, j'en ai parlé sur Snapchat, sur Instagram. J'ai vendu mon auto. Je conduisais une Tesla. Ouais. J'ai vendu mon auto, ma maison. Wow. Et j'ai pris toutes les fonds, le produit de cette vente-là, puis je les ai investis dans Influence Orbis, qui est le créateur d'Influence MTL. Donc, il faut y croire. Pour vendre sa maison, où est-ce que sa famille habite, et j'ai quand même 2 enfants, je ne suis pas le seul décisionnaire dans la famille, donc c'est plus qu'y croire, je crois. Ta femme a réagi comment? Ma femme... Ça, c'est une bonne question. Ma femme n'était pas d'accord. Par contre, ma femme croit en moi. Je crois que c'est important. De toute façon, mon père m'a toujours dit, Thierry, n'oublie jamais ça. Dans un couple, tu es la tête de la famille. Par contre, ta femme, c'est le couple. Donc, si tu veux avoir une vie heureuse, il faut quand même prendre des décisions ensemble. C'est sûr que la décision de vendre la résidence familiale et le terrain où est-ce qu'elle allait se faire construire sa maison de rêve, c'est pas quelque chose qui l'a enchanté. Surtout que j'habite dans un 4,5 en ce moment. J'habite dans un 4,5, wow. Ouais, avec ma femme au centre-ville de Montréal. Un de mes condos qui m'appartient, mais c'est pas un choix facile de passer d'une grande maison. Par contre, quand on croit à ce qu'on fait et quand on veut être convaincant, on doit être convaincu. C'est sûr. Et moi, je l'ai pas fait dans le but de convaincre qui que ce soit. D'ailleurs, encore une fois en primeur, devant un gentleman de renom, j'ai tout dévoilé ça ce soir. Donc, désolé Guilla, désolé Eric Salvaille, c'est Chris qui reçoit tout ça. C'est ici à C'est ici que ça se passe. Donc, ouais, non, j'ai fait tout ça pour y croire, parce que j'y croyais tellement que la première personne que j'ai dû convaincre, c'est ma femme. C'est sûr. Et aujourd'hui, je regrette rien. Non, je ne regrette rien. Et j'ai réussi à convaincre Gary Vee parce que j'étais convaincu. Gary se fait solliciter depuis des années pour venir à Montréal. Et Gary Vaynerchuk a accepté mon invitation. C'est pas une question d'argent, fais-moi confiance. D'ailleurs, pourquoi Gary Vaynerchuk? Gary Vee, selon moi, si on revient à la définition d'un influenceur, j'ai dit qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui amène de la valeur à son écosystème entrepreneurial. Dans ma tête à moi, influence MTL, influence Toronto, Paris, Mexique, Shanghai, peu importe où est-ce qu'on va aller dans le monde, il y aura toujours 2 à 3 influenceurs locaux dans chaque ville où est-ce qu'on va aller et 1 ou 2 influenceurs de renom mondial. International. Voilà, mondial. Parce que c'est important que les gens, selon moi, à travers le monde, puissent voir, toucher des influenceurs qui sont des humains en bout de ligne et qui ont un réel impact sur leur écosystème. Et Gary Vee, c'est quelqu'un, selon moi, présentement, qui prône un message qui est clair et qui est quand même assez simple. Tu n'as pas besoin d'être talentueux, tu as besoin de travailler et travailler encore une fois. Donc, j'adore ce message-là. Je crois que c'est un message à l'international qui résonne avec les Québécois. Au Québec, on a toujours été des bosseurs. On est des gens, oui, on a du talent, mais on sait comment bosser. Quand c'est le temps de bosser, on bosse comme des dingues. Tu penses ça au Québec, que les gens sont travailleurs? Moi, je pense que oui. Je pense qu'au Québec, contrairement à d'autres endroits à travers le monde, où est-ce que les gens, des fois, vont avoir tendance à prendre du recul à leurs engagements professionnels. Je pense que le Québec, à la base, on est des travailleurs, on est des bosseurs. Quand c'est le temps de bosser, on sait comment bosser. Ça se voit sur notre sport national, le hockey. Ouais. Je pense qu'on est fan parce que le hockey nous rejoint. C'est un sport de contact, c'est un sport de bosseur. C'est un sport où est-ce que le plus talentueux va peut-être pas nécessairement être le meilleur joueur. Donc, je pense que à travers la société québécoise, puis à travers le monde, on est connu comme étant des bons vivants, oui. Mais quand c'est le temps de bosser, on bosse, puis on bosse de la bonne façon. Mais là, tu parles de hockey, mais des fois, on ne prend pas non plus les bonnes décisions, non? Ça, c'est un bon point. Puis j'en ai parlé avec Gary l'autre jour, j'étais au téléphone. Soit disant en passant, j'ai fait la vidéo circuler sur les médias sociaux. J'ai demandé à Gary qu'est-ce qu'il pensait de l'échange des Canadiens. Je suis le hockey? Pourquoi? Gary Vee? Gary, moi, je pensais que c'est juste les Giants. Non, les Nets. Non. Gary, if you're watching this, I'm going to tag you on this video. You could attest to what I'm saying. Gary a dit en primeur
avec Thierry Lindor que selon lui, les Canadiens ont pris la pire décision de leur vie en échangeant Piquet Subban. Gary Vaynerchuk, that's another reason why I believe you're the biggest and the smartest influencer out there. Donc il a dit ça en primeur et il a rajouté pour l'administration des Canadiens de Montréal qu'une équipe qui est capable d'échanger, et je cite, une équipe qui est capable d'échanger Patrick Roy peut échanger n'importe qui. Oh, Donc, wow. c'est pas quelqu'un qui suit le hockey, c'est quelqu'un qui est passionné de sport. Ah. Il le dit toujours parce que pour lui, encore une fois, le sport, c'est très relié à l'entrepreneuriat. La discipline, se battre maintenant pour des résultats futurs, la compétitivité, le talent versus le travail, avoir un coach, avoir un CEO, avoir une équipe qui fonctionne bien. Est-ce qu'on est en mode pyramide? Est-ce qu'on est à l'horizontale au sein de la société? Donc non, un influenceur qui vaut la peine d'être amené à Montréal. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont parti Vayner Sports, je pense. Voilà, Ouais. absolument. Good. Of course. Gary, I'm he's watching doing his this. homework. This Of gentleman's the course. deal. Of course. This gentleman's the real deal. Mais puis- oui, effectivement, VaynerMedia VaynerMedia est une de ces entreprises, Vayner Sports, qui vise à représenter les intérêts d'athlètes professionnels. Dis-moi, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de ramener la NBA à Montréal. Wow. Encore une fois en primeur. C'est quoi aujourd'hui? C'est la journée des primeurs aujourd'hui. C'est la journée des primeurs. Donc, mon plus grand rêve, c'est vraiment d'amener la NBA à Montréal. Je sais que c'est un projet de 20-25 ans, mais j'y crois. Moi, Donc, j'y une crois équipe en sincèrement. permanence à 100%, Montréal. 100%. Et c'est pas juste de la ramener, mais moi, je veux être propriétaire, je veux être dans l'actionnariat d'une équipe professionnelle de basket. Et je partage le rêve avec moi et Nicolas, on en a déjà parlé, Nicolas Duvernois. Crois-moi, je vais m'incruster dans votre rêve. Ah, mais je te promets que, c'est pas une question d'argent. J'en parle souvent à mes amis proches. C'est une question de démographie. Le Québec, présentement, n'a pas la population suffisante pour supporter une équipe NBA. Ouais. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la NBA, lorsqu'ils rajoutent une franchise, en réalité, ils diluent un peu la valeur des autres. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de franchises, ben, il y a une certaine scarcité, donc la valeur augmente. Et récemment, on a vu que les Clippers sont vendus, je pense, à 2 milliards de dollars. Ça fait déjà quelques années. Ça fait quelques années, je pense, 2 ans, 3 ans. Donc, ça nous donne une idée d'une nouvelle franchise, combien ça pourrait coûter. Il y a aussi le challenge par rapport aux taxes. Au Québec, c'est certain que ça peut être quelque chose avec ça. Ça, c'est certain, c'est clair. Surtout que ça, selon moi, ça garde éloigné certaines opportunités. Mais surtout, ça va être la démographie. Je pense que plus il y aura de... Le Québec est connu comme étant une ville de hockey. Le Québec, Montréal étant une ville de hockey, mais pour appuyer mon objectif et mon rêve d'être propriétaire d'une équipe de la NBA à Montréal, il y a des équipes de hockey qui jouent sur les mêmes terrains à Boston, il y a des équipes à Chicago, donc c'est souvent le même lieu où est-ce que l'équipe joue au hockey. On est capable de transférer la glace en parquet de basketball assez facilement. Okay. Donc mon rêve ultime éventuellement, à travers toutes mes aventures entrepreneuriales et les mouvements que je vais créer, et ça serait d'être propriétaire d'une équipe de la NBA à Montréal. J'y ai déjà pensé moi aussi, puis c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir de mon vivant entre influenceurs, on va travailler ensemble. C'est sûr. On ne va pas travailler un contre l'autre comme certains entrepreneurs le font, on va travailler ensemble. C'est important de s'entraider. Je pense qu'on grandit toujours, puis on peut toujours s'apporter de la valeur en collaborant avec d'autres personnes. C'est ça. Écoute, un mot de la fin peut-être? Un mot de la fin, moi j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui prennent des risques, puis il y a des gens qui travaillent pour ceux qui prennent des risques. Donc faites comme Chris, faites comme moi, faites comme certains qui sont en train de regarder tout cela présentement. Prenez un risque. Le pire résultat, c'est que ça ne marchera pas à votre façon, mais à partir de là, c'est pas est-ce que ça va fonctionner ou non, mais c'est vous l'aurez fait. Donc la pire des choses, selon moi, c'est de mourir avec des regrets. Moi, je préfère mourir avec des mémoires, que ce soit des belles mémoires ou des mauvaises mémoires, des échecs comme des réussites. Je préfère mourir avec des mémoires que mourir avec des regrets. Donc je vous le souhaite. Et puis toi, tu es déjà parti pour la gloire, donc pas besoin de te souhaiter quoi que ce soit. Thierry Lindor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, patron. Cut!